Yann Algan, si vous voulez nous rejoindre. Yann, vous êtes chercheur, vous êtes économiste, docteur en économie, vous êtes professeur d'économie et doyen de l'école d'affaires publiques à Sciences Po Paris. Vous êtes également expert auprès de l'OCDE, vous êtes membre du Conseil économique, économique, social et environnemental. Et puis, sur ce sujet, c'est, je dirais, presque votre sujet d'étude et de recherche. Vous lui avez en particulier consacré 2 ouvrages, La société de défiance, comment le modèle social s'autodétruit, et puis La fabrique de la défiance et comment s'en sortir. Et justement, aujourd'hui, vous allez nous parler, enfin, l'inverse, vous allez nous parler d'une fabrique de confiance. Vous avez tout de suite la parole. Allez-y. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. La confiance, c'est un peu comme un éléphant dans une pièce, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment la définir. Moi, je vais vous proposer un regard plus d'économiste en vous montrant comment est-ce qu'on peut quantifier la confiance, comment est-ce qu'on peut quantifier son impact sur la croissance, mais aussi sur le bien-être, et puis essayer d'identifier des politiques qui permettent de développer la confiance dans une société, dans une entreprise, mais aussi dès l'école. Je commencerai tout d'abord par un constat sur la France comme une société de défiance. Les économistes ont pour coutume de définir la confiance comme la capacité à coopérer avec d'autres personnes en dehors de son simple ou seul cercle familial. Il s'agit donc d'être capable de parler, de collaborer avec des personnes que vous ne connaissez pas dans la société civile, dans l'entreprise. Pour pouvoir mesurer cette confiance, depuis 20-30 ans, des grandes enquêtes internationales qui couvrent des milliers d'habitants dans les différents pays posent la question suivante. En règle générale, pensez-vous qu'il soit possible de faire confiance aux autres ? Les citoyens peuvent répondre oui, ou alors on n'est jamais suffisamment prudent avec les autres. Voilà le résultat d'une enquête sur toute la période 1980-2014. Vous voyez ici la part des citoyens dans chaque pays qui déclarent pouvoir faire confiance spontanément aux autres. Pas à leur famille, aux autres, aux personnes qu'ils ne connaissent pas. Si vous êtes un citoyen des pays nordiques, vous vivez dans un pays extrêmement coopératif. Au moins 2 citoyens sur 3, au Danemark, en Suède, déclarent spontanément faire confiance aux autres. Alors, ne cherchez pas au milieu la France, ni tout en haut, mais plongez votre regard plutôt tout en bas, où vous voyez que la France se distingue par juste 1 Français sur 5 pour pouvoir faire confiance aux autres. Non seulement les Français se défient les uns des autres, mais ils se défient aussi de leurs institutions. Et même de leurs institutions les plus régaliennes, telles que la justice. Lorsqu'on les interroge sur la confiance qu'ils peuvent avoir dans la justice et qu'on leur propose de répondre « aucune confiance, moyennement confiance ou très confiance », la part des Français qui déclarent ne faire aucune confiance à la justice est à nouveau très élevée. Vous voyez ici qu'au moins 20% des Français, 1 Français sur 5, déclarent ne faire aucune confiance. Et si on prend en moyenne les plutôt défiants vis-à-vis de la justice, on trouve 2 Français sur 3. Alors, vous inquiétez pas, les Français se défient de la justice, mais ils se défient aussi des syndicats, des entreprises, mais surtout des économistes. Cela dit, je vais vous montrer qu'on a certaines études qui permettent de voir que les Français ont peut-être raison de se défier les uns des autres. Je vais vous raconter juste une anecdote, celle qui est conduite par un journal, le Reader Digest, qui chaque année s'amuse à laisser 1000 portefeuilles dans différentes capitales européennes avec 100 € à l'intérieur et le nom du propriétaire. Puis, ce journal compte le nombre de portefeuilles qui sera restitué et qui sera ramené à la police, avec les 100 € naturellement. Et là, stupeur, si vous abandonnez, si vous perdez votre portefeuille à l'aéroport de Stockholm ou en gare de Copenhague, pas d'inquiétude, vous avez 100% de chance de retrouver votre portefeuille. Si vous le perdez à Paris, vous avez une chance sur 10.
Et dans l'ensemble des capitales, Paris se classe régulièrement comme l'avant-dernière. Heureusement qu'on a Athènes ou parfois Rome, mais on est toujours parmi les derniers. Pourquoi cette question de confiance, derrière cette simple anecdote, est fondamentale pour comprendre nos sociétés? Parce que la confiance est un vrai enjeu pour la croissance économique et même plus généralement pour expliquer le bien-être des citoyens. Tout d'abord, en termes de croissance économique, un prix Nobel d'économie très célèbre, Kenneth Arrow, a très vite identifié le rôle fondamental que pouvait jouer la coopération des citoyens pour expliquer la croissance. Lorsqu'il reçut son prix Nobel d'économie, tout le monde le pressait de questions en disant « Mais expliquez-nous enfin pourquoi certains pays sont plus riches que d'autres ». Et là, le parterre de spécialistes fut médusé car Kenneth Arrow ne répondit pas « Ah, mais ce qui fait la différence, c'est l'huile de coude, c'est l'effort ». Il ne répondit pas non plus « C'est l'innovation ou c'est le stock de machines que vous accumulez ». Non, il eut cette simple phrase « Tout échange, toute activité économique nécessite une relation de confiance, de telle sorte que l'ensemble du retard économique d'un pays peut s'expliquer par les relations de défiance ». Et le propos de Kenneth Arrow est très bien illustré par ce graphique, où je vous reporte sur l'indice du bas la part des citoyens qui déclarent pouvoir faire spontanément confiance aux autres dans chaque pays, dont je viens de vous parler, et sur l'axe de gauche, vous avez le revenu par habitant. Et vous voyez qu'on a une corrélation positive très forte entre la part des citoyens qui se font confiance les autres et le développement économique des pays. Et pour expliquer cette intuition, il suffit juste de se placer dans un contexte de nos sociétés contemporaines, qui sont dans des sociétés très complexes, bien sûr, par le nombre d'habitants, très complexes aussi par le type de produit. Il est impossible de spécifier dans ce monde l'ensemble des échanges sous forme de contrats. Vous ne pouvez pas contractualiser l'ensemble de vos relations, par exemple, entre un consommateur et une entreprise. D'ailleurs, certaines entreprises l'ont bien compris et ont fait toute leur campagne de publicité sur le contrat de confiance. Il est impossible de stipuler dans ses moindres détails non plus quel va être l'objet de votre relation entre salariés, entre un salarié et un manager. Il y a toujours derrière une relation d'investissement ou une relation d'échange économique un petit rouage qu'on appelle la confiance et qui permet à l'ensemble de la machine de fonctionner. Et ce point est d'autant plus vrai dans nos sociétés contemporaines, dans des sociétés de services où l'ensemble des commerces se font avec des échanges de pair à pair, dans les sociétés d'innovation où il est nécessaire de tout le temps s'adapter en flux continu au monde. Il est nécessaire d'avoir des relations de confiance avec vos clients, il est nécessaire aussi d'avoir une organisation relativement horizontale des méthodes de management dans les entreprises. Et les pays qui innovent le plus, les pays qui sont le plus en pointe dans les services sont justement les pays marqués par une relation de confiance très importante. Mais la confiance n'est pas uniquement importante pour expliquer la croissance, la confiance est aussi au cœur du bien-être des différents citoyens. D'ailleurs, vous savez que l'argent ne fait pas le bonheur en général. Ce qui explique le bonheur ou le bien-être, c'est surtout la qualité de vos relations avec les autres. Nous sommes des êtres et des animaux sociaux qui passons notre temps à nous comparer. Et pour reprendre des formules célèbres, vous savez que ce qui compte, ce n'est pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. Ou alors être riche, c'est juste gagner 10 € de plus que son beau-frère. Dit autrement, nous sommes toujours dans du comparativisme social. Lorsque vous êtes dans des sociétés où la qualité des relations sociales est très élevée, le niveau de satisfaction des citoyens est très élevé. Et c'est ce que je vous représente ici, avec toujours sur l'axe de bas la part de confiance des citoyens dans chacun des pays, et sur l'axe de gauche, l'indice de satisfaction des citoyens dans différents pays. Et la France, me direz-vous, se trouve juste au milieu, plus ici, vous voyez, en dessous, juste au-dessus de la ligne rouge, parmi un gros paquet de pays qui ne sont pas du tout au niveau de développement de la France, qui sont beaucoup moins développés économiquement. Il y a un vrai paradoxe
de malheur public en France. Si les Français sont heureux dans le privé, ils sont malheureux en public car ils ont énormément de mal à partager un destin collectif. Alors que faire? Pour le moment, j'ai juste réussi à casser l'ambiance. Je vais essayer de vous donner quelques clés, quelques pistes de réflexion pour pouvoir réembrayer et recréer un climat de confiance. J'aimerais tout d'abord insister sur le fait que la défiance n'est pas un phénomène culturel. Et si les Français se défient les uns les autres, ce n'est pas parce que ce sont des jeunes Gaulois dans un village d'Astérix toujours en train de ronchonner. Non, ils se défient les uns des autres parce qu'on a des institutions qui sont aussi, elles, dysfonctionnelles et qui détruisent la confiance. Tout d'abord, on a une démocratie politique et sociale en berne. Lorsque vous analysez les différents indices de transparence sur la vie politique, tels que le Transparency Index, qui vous donne vraiment une idée de la vitalité de la démocratie, on se classe toujours parmi les derniers pays de l'OCDE, au 25e rang. On a des procédures extrêmement opaques, avec des cumuls de mandats, et surtout, les conflits d'intérêts continuent à polluer notre vie politique. On a aussi des problèmes d'absence de représentativité dans notre démocratie sociale qui empêchent aux Français de pouvoir vraiment se mettre au travail ensemble. Le deuxième point, et qui vous concerne aussi directement, est la question de la régulation. Nous avons besoin d'une régulation extrêmement transparente, pas trop lourde, et qui repose surtout sur des tiers de confiance. Les pays qui mettent en place beaucoup trop de régulations sur le marché des biens ou sur le marché du travail, avec des régulations qui deviennent nécessairement très opaques, sont des pays qui détruisent petit à petit la confiance. Et c'est ce que je vous représente ici, avec sur l'axe de gauche un indice de protection et de régulation du marché des biens et de l'opacité de cette régulation, qui est extrêmement corrélé avec le niveau de défiance exprimé par les citoyens dans différents pays. Troisième point, si vous voulez recréer de la confiance, il est extrêmement important de faire confiance à vos collaborateurs et de mettre en place une délégation, une autonomie dans les méthodes de management. La France, dans tous les pays de l'OCDE, se caractérise toujours par une organisation extrêmement hiérarchique des méthodes de management. Bien sûr, certaines entreprises ont évolué en ce sens, mais lorsque vous regardez l'ensemble du spectre des entreprises françaises, on reste un pays organisé de façon très hiérarchique. Or, les entreprises qui ont réussi à décentraliser, et c'est ce que je vous montre sur mon indice de gauche, l'ensemble des décisions, à donner de l'autonomie aux managers, de donner de l'autonomie aux employés et de permettre aux meilleures bonnes idées locales de remonter, sont les pays qui arrivent aussi à créer le plus de confiance au sein des entreprises. Enfin, j'aimerais conclure sur un point pour vous dire que la confiance peut se construire à court terme en changeant des institutions, peut se construire par des méthodes de management, mais la confiance est un bien très précieux qui s'apprend aussi dès le plus jeune âge. La confiance est très dure à construire, mais elle peut se détruire très facilement. Et pour la construire, ça commence dès l'école, en insistant sur des méthodes pédagogiques qui soient aussi beaucoup moins verticales et qui permettent de développer le capital social, les compétences sociales de nos futurs collaborateurs et de nos enfants. Et à titre d'exemple, je vous représente ici, sur l'axe du bas, la différence que l'on constate sur le temps passé dans chaque pays au cours d'une heure des classes à faire un cours beaucoup plus sous forme magistrale plutôt que de demander à nos enfants de travailler en groupe sur des projets collectifs. Plus l'écart est grand, plus la société a un enseignement vertical, et vous voyez que la France est ici vraiment un point singulier sur votre droite. C'est le seul pays à insister uniquement sur les méthodes verticales. Plus de 2 enfants sur 3 disent n'avoir jamais appris à travailler en groupe de toute leur scolarité. Ce n'est donc pas un hasard si notre pays est un pays de défiance. Si on ne commence pas par réformer nos écoles, puis nos entreprises, nous n'arriverons pas à recréer de la croissance et du bien-être en France. Merci.